Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'analyse du marché qui correspond au premier chapitre du cours en ad hoc. Je vais tout de suite lancer le diapo. Donc, je vous rappelle qu'en ad hoc, dans la matière ad hoc, qui est une épreuve à l'oral, vous avez 5 fiches à réaliser sur 5 thèmes différents. Le premier thème est donc élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services. Et pour ce thème-là, vous allez devoir étudier l'offre de produits mise en place et venir proposer de nouvelles offres de produits et ou de services. Le premier chapitre est l'analyse du marché, ce qui est assez logique, car avant de se lancer dans la construction d'une offre de produits, de services, quelle qu'elle soit, l'objectif c'est déjà de bien connaître justement l'état du marché et justement d'aller venir chercher des opportunités. N'oubliez pas que le marché est composé des offreurs et des demandeurs, donc de l'offre et de la demande. Là, on va faire un petit cours accéléré pour vous donner les informations essentielles qui peuvent être complétées par un cours du livre et bien sûr par les cours de vos formateurs. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je referai un point à la fin de cette vidéo justement sur la mise en application par rapport à votre fiche d'activité. C'est parti. Donc déjà une définition au niveau de l'analyse du marché. Donc c'est une analyse qui va vous permettre d'étudier et comprendre, comme c'est noté, l'environnement dans lequel une entreprise évolue ou souhaite se développer. Comme je disais, on ne peut pas s'en passer. Il est très important lorsque vous travaillez ou si vous créez votre entreprise, quelle qu'elle soit. Enfin, si vous avez un poste marketing, vente ou qui nécessite de bien connaître justement votre environnement, vous devez connaître votre marché. Donc ça permet d'identifier les opportunités et les menaces. C'est la fameuse analyse PESTEL qu'on verra juste après. L'objectif c'est vraiment de bien connaître le marché ou les marchés sur lesquels on est implanté et de venir chercher des axes d'amélioration en constatant, en observant justement les bonnes pratiques, ce qui se fait, ce qui peut être bénéfique pour l'entreprise et ce qui peut au contraire représenter une menace. Tout d'abord, je rejoins un peu votre fiche d'activité, mais ce que je vous recommande et ce qui est dans le cours, c'est vraiment que vous puissiez identifier le marché. Donc avant de vous lancer dans une analyse PESTEL, savoir de quel marché on parle. Et là, c'est vrai que sur le cours, c'est très spécifique, tous les types de marchés. Donc je vous les ai cités, je vais les détailler un petit peu. Tout d'abord, donc on a 4 types de marchés. On a le marché générique, marché principal, marché complémentaire et marché substituable. Le marché générique, c'est le marché vraiment le plus global qui englobe toutes les entreprises qui répondent aux mêmes besoins que celles pour laquelle vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez pour une enseigne comme McDonald's, vous faites partie du marché de la restauration. Donc c'est vraiment le marché le plus large possible sur lequel votre entreprise opère. Et c'est vrai que c'est un marché intéressant à prendre en compte parce que ça va vous permettre justement de voir ce qui se fait sur ce marché de la restauration et d'aller chercher les opportunités. L'objectif n'est pas juste de vous concentrer sur vos concurrents directs, mais bien de regarder ce qui se fait sur le marché dans sa globalité. Ensuite, au niveau du marché principal, ça correspond à vos concurrents directs. Là, si je reprends l'exemple de McDonald's, ça va être vraiment les entreprises qui font de la restauration rapide. Donc, on va vraiment plus rentrer sur le sujet, sur le type de produit et ou de services qu'on propose. Et du coup, ça constitue le marché principal. Parfois, dans certaines entreprises, le marché générique et le marché principal peuvent se rejoindre. Donc, ça peut être le cas pour certains marchés. Ensuite, pour le marché complémentaire, ça va être tous les types de produits qui vont venir compléter votre offre. J'aime bien prendre un exemple tout simple. Par exemple, si vous vendez une boisson, si vous êtes une marque de boisson, et du coup le marché complémentaire va être constitué des gobelets que vous utilisez pour boire, des snacks, puisque souvent on consomme une boisson, pour un soda, on consomme le soda avec un snack sucré ou salé. Donc ça va être vraiment les produits que les consommateurs potentiellement peuvent acheter en complément du produit principal que vous proposez. Si vous vendez des vêtements, ça va être tout ce qui est chaussures ou accessoires. Voilà, c'est vraiment ce qui va pouvoir être proposé en plus. Et c'est justement là où potentiellement vous pouvez trouver des axes d'amélioration et vous dire, puisque je vends ce produit ou ce service-là, potentiellement je peux proposer quelque chose de complémentaire
que les personnes achèteront, qui est logique dans leur démarche d'achat et qui pourra me permettre de gagner plus de chiffre d'affaires. Après, on a le marché substituable qui est composé par les concurrents indirects. Donc, en fait, c'est le marché qui peut se substituer à votre offre de produits et de services. Donc, ça représente une alternative. Ensuite, on va parler du marché amont et du marché aval. Amont, en amont, donc c'est avant la vente. Donc, le marché amont est constitué par toutes les personnes qui vous fabriquent, qui vous produisent les produits que vous vendez, les produits ou les services. Donc, ce sont vos fournisseurs, ce sont des producteurs, ce sont toutes les personnes les entreprises qui vous mettent à disposition, qui vous vendent leurs produits et leurs services. Donc là, c'est vraiment à vous de faire ces recherches et de savoir qui sont vos principaux fournisseurs. Et le marché aval, donc c'est les personnes concernées par la vente. Donc ça va être les clients ou éventuellement les distributeurs. Si vous travaillez pour une entreprise comme Starbucks, Starbucks a ses cafés Starbucks, mais distribue aussi son café dans des grandes enseignes, dans des supermarchés et autres. Donc ça constitue son marché aval. Donc ça, c'est important à bien retenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je disais, dans les commentaires. L'idée, c'est que vous puissiez identifier vos marchés justement dans une des annexes de cette fiche d'activité. Ensuite, vous avez le marché monopole, oligopole et concurrentiel. Monopole, c'est lorsque vous êtes le seul offreur sur le marché et vous répondez du coup à la demande. Vous êtes le seul, ce qui est assez rare évidemment. Oligopole, c'est lorsque vous avez plusieurs offreurs pour une multitude de demandeurs. Donc, par exemple, on peut citer la téléphonie ou l'automobile, où vous avez finalement un nombre de marques qui est quantifiable et limité. Et après, vous avez le marché concurrentiel, où là, vous avez très grand nombre d'offreurs pour un grand nombre de demandeurs. Donc là, l'offre proposée est beaucoup plus large. Et donc, le marché, forcément, est différent. On va continuer maintenant avec l'analyse Pestel. Donc là, je vais pas vous faire tout le cours sur l'analyse Pestel. Je pense que ça prendra un petit peu plus de temps. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais je vais faire quand même un petit rappel. Donc l'analyse Pestel concerne l'analyse du marché. Et là, j'insiste parce que je sais que beaucoup d'étudiants font l'analyse de leur entreprise, mais l'analyse Pestel concerne vraiment le marché. Donc c'est vrai que votre entreprise, elle agit de telle ou telle manière en s'appuyant sur les démarches politiques, économiques et autres. Mais là, l'analyse Pestel, c'est pour justement aller chercher ce que l'entreprise fait de bien ou ce que l'entreprise ne fait pas. En fait, le Pestel, c'est vraiment les opportunités, les menaces qui doivent en découler. Donc ça se fait vraiment sur le marché. Donc, une fois que vous avez identifié le marché, c'est la suite logique. Vous allez pouvoir identifier les informations pour chacun des facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnemental et légal. Pour passer quand même un petit peu dessus, parce que c'est important au niveau politique, ce sont les décisions politiques qui vont influencer le marché sur lequel vous êtes. Ça peut être donc le marché français si vous vendez en France, mais ça peut également être les politiques étrangères si par exemple vous importez vos produits de Chine, d'Espagne, d'Italie, parce que les politiques de ces pays-là vont être strictes ou rigoureuses en tout cas sur l'exportation pour que vous puissiez récupérer ces produits. Donc c'est vrai que la politique et les règles politiques peuvent influencer votre commerce. Ensuite, la partie économique, alors je dis bien dire grossièrement, je dis un peu tous les chiffres, c'est tout ce qui va concerner l'inflation, la TVA, encore une fois par rapport à votre marché et ce que pèse votre marché sur l'économie française. Socioculturel, alors c'est vrai qu'on dit aussi sociologique et social. Moi j'aime bien le terme socioculturel parce que ça permet d'englober justement le côté social et la culture aussi française qui est quand même particulière. Je pense par exemple, au marché de l'alimentaire où aujourd'hui en France on est très sensible sur tout ce qui est bio, la provenance, tous ces éléments-là. Mais c'est vrai que ça reste français et dans d'autres pays ce ne sont pas les mêmes préoccupations. Donc dans socioculturel, c'est vraiment les habitudes des Français vis-à-vis de la consommation de vos produits. Donc pour ça, si par exemple vous êtes travailler dans une marque de luxe, vous pouvez mettre comme mot-clé de recherche les Français et la consommation de produits de luxe ou ce genre de choses. L'objectif dans cette partie-là, c'est de relever des informations sur aujourd'hui comment les Français agissent lorsqu'ils veulent acheter un produit qui est sur votre marché. Comment ils pensent? Est-ce que ils vont plutôt à commander sur Internet? Est-ce qu'ils vont plutôt se déplacer? Est-ce que le fait qu'ils soient en télétravail, ça peut avoir une influence sur le marché et sur leur consommation? Donc tout ça, ça rentre dedans. Le vieillissement de la population aussi.
Tous ces éléments-là rentrent dans cette partie socioculturelle. Après, on a la partie environnementale. Je viens de me rendre compte, j'en ai oublié un, mais je vais vous le dire à l'oral, c'est pas grave. Environnemental, alors c'est aussi... oui, je vais le faire avant. Donc ensuite, j'ai oublié de le mettre, veuillez m'en excuser, technologique, entre socioculturel et environnemental. Donc juste ici, on a technologique. Technologique, c'est vrai que c'est un terme que, entre guillemets, j'aime pas trop parce que technologique, on pense tout de suite aux technologies, à l'électronique et à tout ça. Alors que là, on parle plus d'innovation. Donc l'innovation, elle peut venir par exemple de l'IA, elle peut venir d'un matériau qui a été créé sur le marché et qui va révolutionner votre marché. C'est pas forcément une technologie électronique. Tout ce qui est aussi paiement sans contact, voilà, tout ça, ça peut rentrer vraiment dans cette partie technologique. On utilise des nouvelles technologies. L'IA, comme je disais, c'est vrai que si sur votre marché l'IA est utilisée pour telle ou telle opération, et bien en fait, si vous voulez, c'est quelque chose dont votre entreprise doit tenir compte parce que demain, ou peut-être c'est déjà le cas, elle pourrait appliquer justement ces bonnes pratiques au sein de son entreprise. Donc l'IA peut représenter une opportunité, elle peut représenter une menace par rapport à son activité aussi. Si par exemple, je sais pas, vous travaillez pour une entreprise qui produit de la musique, et ben si une IA vient et produit la musique à sa place, bah ça peut représenter une menace, très clairement. Donc là, c'est la partie technologique. Ensuite, on passe à la partie environnementale. Donc c'est vrai que moi je mets environnemental, mais souvent on parle d'écologique. Mais j'aime bien la dimension aussi d'environnemental parce qu'il faut bien le garder à l'esprit. Et là, c'est aussi sur le marché ce qui se fait justement pour œuvrer dans tout ce qui est recyclage, écologie, respect de l'environnement, tous ces éléments-là. Donc là, ça peut être par exemple dans la restauration, tout ce qui est la gestion des invendus, le gâchis alimentaire justement à éviter, toutes les démarches écologiques qui vont dans le bon sens. Et ça peut être aussi si vous avez sur votre marché, on utilise des véhicules pour livrer des produits, utiliser des véhicules propres ou ce genre de choses. Et la partie légale, ce sont les textes de loi, et j'insiste parce qu'il y a souvent confusion entre politique et légal, c'est vraiment les textes de loi qui encadrent votre activité, donc plutôt des textes de loi récents. Je rappelle que l'analyse Pestel, elle doit vraiment s'alimenter au fur et à mesure, elle se réalise pas sur un instant T, donc c'est vrai qu'elle évolue. Et s'il y a des textes de loi justement qui sont annoncés et qui sont mis en œuvre, en faisant l'analyse Pestel, vous allez pouvoir justement en tenir compte au sein de votre entreprise. Donc ça c'est important, l'analyse Pestel se réalise en continu. N'oubliez pas qu'elle est réalisée, et ça comme ce sera dans vos annexes, elle s'appuie sur des sources tangibles, récentes, fiables. Et je rappelle que l'IA, donc ChatGPT, n'est pas une source, donc même si vous utilisez l'IA pour vous aider un petit peu pour trouver des informations, vous devez absolument recopier ces informations, aller chercher vraiment si elles sont vraies, aller chercher des liens de sites internet fiables, vérifiez bien qu'ils sont fiables, évitez les blogs par exemple. Prenez des captures d'écran aussi pour les mettre dans vos annexes, pour que le jury justement n'ait pas un doute en se disant on dirait que tout a été fait par l'IA ou qu'il ou elle a trouvé une analyse Pestel toute faite. Voilà, on peut vous poser des questions et pour vous faciliter justement les réponses, indiquez bien la provenance de ces informations. Au niveau de l'offre, alors c'est vrai que comme je disais, dans cette fiche-là, on parle de proposer de nouveaux produits et services. Sur l'analyse du marché, on va analyser deux choses, l'offre et la demande. Et ça correspond exactement aux compétences que vous allez devoir démontrer pour cette fiche. Vous en avez 3 grandes compétences, analyser l'offre, analyser la demande et construire une nouvelle offre de produits. Construire et adapter, il me semble, une nouvelle offre de produits et de services. Donc évidemment, vous êtes obligé d'analyser l'offre si vous voulez proposer une offre. Et pour cela, on va voir ces 3 points. La première chose, c'est d'étudier sa propre offre de produits et de services. La deuxième, on va le voir, c'est d'étudier l'offre de produits et de services de ses concurrents. Et en dernier, c'est donc de venir proposer une nouvelle offre à partir de cette première analyse. Donc on commence par étudier son offre de produits, une unité commerciale. J'avance un petit peu. L'idée, c'est vraiment que, avant même de proposer des produits et des services, il faut déjà savoir ce que vous vendez, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne moins bien, ce qui se vend moins, si vous voulez, et de venir
justement pallier à ça et proposer des axes d'amélioration. Donc c'est vrai que c'est important, hop là, non, je reviens. C'est important d'analyser votre offre de produits, de savoir quelles sont les familles de produits qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, quelles sont les familles de produits qui génèrent moins de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a des produits vieillissants par exemple? Est-ce qu'il y a des produits qui ne se vendent pas? Et ça va vous permettre de vous dire, ah, si ce produit ne se vend pas, peut-être qu'il peut être renouvelé ou on peut proposer un produit plus récent. Donc ça va vraiment déjà vous aider. Mais également, consulter le catalogue de vos fournisseurs. Pareil, vous pouvez, en regardant ce que proposent vos fournisseurs, détecter les opportunités sans même aller chercher quelque chose de très compliqué. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Regardez bien ce que vous faites déjà dans votre entreprise et essayez de déceler des axes d'amélioration par rapport à tout ça. Et ça, évidemment, ce sera mis en annexe dans votre fiche. Au niveau des concurrents, donc évidemment, on ne peut pas se passer pour cette fiche d'aller étudier les concurrents puisque ça fait partie de l'offre présente sur le marché. Première chose, identifier les concurrents directs et indirects en repérant le leader, le challenger et les suiveurs. Le leader est celui qui a le plus de parts de marché. Le challenger est celui qui a le deuxième qui a le plus de parts de marché. Et les suiveurs sont les entreprises qui arrivent à se maintenir sur le marché. Donc ça, c'est important que vous puissiez les identifier. N'oubliez pas, ne faites jamais ça de tête en vous disant « Ah, je sais que McDonald's est le leader ». Toujours apporter des preuves de ce que vous avancez. Donc faites vraiment des recherches sur Google avec toujours des captures d'écran que vous mettez dans vos annexes. Les visites mystères, bien évidemment, vont aussi vous aider. C'est vrai qu'on en a parlé aussi en DRCV dans la visite mystère pour la fiche numéro 2. Mais se rendre chez les concurrents au lieu de juste supposer regarder le site internet, évidemment, ça va aussi beaucoup vous aider. Et regardez aussi sur internet, évidemment, ce qu'ils proposent. Et tout ça, vraiment, cette analyse concurrentielle va vous permettre justement également de vous dire, peut-être parmi l'offre de produits ou de services que proposent vos concurrents, vous allez pouvoir vous inspirer de ce qu'ils font. Par exemple, vous vous rendez compte que vos concurrents proposent tous un service de click and collect. Pourquoi ne pas proposer dans votre entreprise un service de click and collect? Par exemple, vous voyez que la gamme de produits de burgers est beaucoup plus développée du côté vegan ou végétarien chez les concurrents, peut-être que ça peut être intéressant d'envisager de développer votre gamme de produits. Au niveau donc de la demande, donc la demande est constituée par la clientèle, qui sont les consommateurs, les personnes qui consomment déjà vos produits, et les non-consommateurs relatifs, ce sont les personnes qui ne consomment pas actuellement vos produits, mais qui sont susceptibles de les consommer. Par exemple, si vous travaillez pour une entreprise comme Nespresso, vous vendez des machines à café avec des capsules, mais les personnes qui consomment qui ont d'autres machines à café avec du café en grains ou en poudre pourraient être amenées à venir consommer vos machines avec des capsules. Donc c'est important de les prendre en compte. Ça fait partie en gros de vos prospects et des personnes que vous aimeriez toucher. Donc là, par rapport à la demande, l'objectif, c'est de bien identifier les besoins de la clientèle et de comprendre quel est leur comportement d'achat. Qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils se rendent dans un point de vente comme le vôtre, quand ils achètent un produit comme le vôtre, et de construire une offre qui leur correspond. Si vous, au final, vous proposez une offre parce que vous l'avez vu chez le concurrent, mais que c'est votre clientèle, ça convient pas du tout, et là, vous aurez visé dans le vide. Donc, c'est important de prendre en compte ces deux paramètres pour construire votre offre de produits et ou de services. Pour cela, je vous recommande 2 choses qui vont vous être utiles. Les personas. C'est vrai que si vous mettez exemple persona sur Google, vous en trouverez pas mal. Moi, j'aime bien montrer celui-ci pendant mes cours, donc je vais vous le montrer directement. Hop, je vais descendre. Voilà. Donc, un persona est un client représentatif de votre clientèle. Donc, c'est une personne qui pourrait passer le pas de votre porte et venir acheter vos produits. Ce n'est pas une personne réelle, c'est une personne fictive qui est dotée de toutes les caractéristiques soit communes, enfin certaines caractéristiques communes à votre clientèle ou du moins à votre clientèle majoritaire. Donc là, vous avez un persona, donc vous avez une photo, vous avez ici une petite phrase qui résume comment la personne agit, son âge, sa ville, la ville où elle habite, son métier, son statut marital, et également il est précisé si cette personne est célibataire ou mariée ou si elle a des enfants. Donc ça, c'est aussi important.
En fait, vraiment, ce profil, il va se construire par justement vos recherches que vous aurez faites sur votre clientèle. À la fois déjà avec votre fichier client que vous avez probablement dans votre entreprise et que vous allez pouvoir analyser. Donc, si vous avez par exemple la date anniversaire de vos clients, vous pouvez calculer l'âge moyen de vos clients et donc vous donner à la personne, au persona, l'âge moyen de votre clientèle. Tout ça doit se construire vraiment par rapport au type de personnes qui consomment aussi vos produits. Donc, vous pouvez aussi trouver sur Internet des choses. Là, vous avez une petite bibliographie. Mettez bien les informations qui sont utiles par rapport à votre activité. Si vous dites Anna a un chien qu'elle sort souvent et que ça n'a rien à voir, vous vendez des téléphones, et bien évidemment, on ne voit pas le rapport. En revanche, c'est vrai que si vous vendez des croquettes pour chiens, là, ça fait sens. Donc là, vraiment une biographie qui vous donne des informations utiles, sa personnalité. Donc là, c'est vraiment un exemple, hein. Vous n'êtes pas obligé de présenter comme ça, il en existe plusieurs, mais je trouve que c'est pas mal parce que ça donne vraiment une vue d'ensemble et ça se lit assez facilement. Ses objectifs et ses frustrations, quelles sont ses motivations d'achat quand elle consomme le produit ou le service que vous proposez. Est-ce qu'elle est plutôt regardante sur le prix, sur la qualité, sur les services. Donc ça dépend vraiment de ce que vous proposez. Et donc, en fait, moi, j'aime bien dire que ce persona, c'est dans votre entreprise, c'est comme si on le placardait sur le mur et on se disait, OK, c'est à cette personne-là que je dois vendre. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour vendre à cette personne-là? Et forcément, l'offre de produits ou de services que vous allez proposer, aussi va devoir plaire à cette personne-là. Donc, c'est très important de bien l'avoir en tête et de pouvoir adapter ce que vous proposez et de pas être, encore une fois, à côté, de pas passer à côté. Alors, j'ai mis persona au pluriel parce que c'est vrai que c'est assez rare qu'on ait un seul persona. En général, on a 2 cibles. Si par exemple, je travaille pour un supermarché, je vais me dire à la fois, il y a les personnes qui viennent le midi, qui sont pressées, qui achètent du snacking, des choses comme ça. Et à la fois, il y a les personnes qui habitent à côté, qui vont venir faire leurs courses, qui vont rester plus longtemps, qui vont dépenser plus. Mais du coup, les 2 cibles sont intéressantes, mais les 2 cibles sont différentes. Elles n'ont pas les mêmes attentes, elles n'ont pas le même profil. Donc ça, c'est important. Et je terminerai donc avec la photo. Mettez bien une photo que vous pouvez utiliser. Pas la photo d'une personnalité, pas une image de manga ou de dessin animé, une vraie photo. La photo doit quand même représenter ce que vous dites sur la personne. Si vous dites que c'est une personne plutôt jeune, plutôt extravertie, qui aime bien s'habiller de manière, je sais pas, un peu colorée, vous allez mettre une personne avec des vêtements colorés. Là, vous voyez, rien qu'en regardant la photo, je me dis c'est quelqu'un qui a pas non plus une coiffure classique, qui est plutôt détendu, souriant, donc ça correspond vraiment au profil. Alors c'est vrai que ce personnage il est un peu subjectif parce que c'est parfois difficile de mettre un visage à un client vraiment bien de type. Mais c'est vrai que ça vous donne en tout cas une idée et c'est vraiment très important que vous ayez cet élément dans vos annexes. Je vais terminer avec le rapport d'analyse. Le rapport d'analyse, donc c'est vrai que ça vous permet de faire le point sur toute votre analyse du marché. L'objectif étant de condenser ça dans un document et de pouvoir montrer à votre responsable le travail que vous avez fait. Comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, tout travail nécessite une communication en interne. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire l'analyse du marché et de vous dire, bon, voilà, je l'ai faite, j'avais dans un coin. Donc, il est très important que vous puissiez soit envoyer un email à votre responsable en lui indiquant donc ce que vous avez fait, ce que vous en avez tiré de cette analyse du marché, soit réaliser une réunion avec elle ou avec lui, avec un compte-rendu de réunion. Et dans ce rapport, évidemment, l'objectif, c'est que vous proposiez des nouveaux produits ou services. Là, on est sur le premier chapitre, mais si on regarde tous les chapitres de ce thème 1, il va quand même falloir que vous analysiez à quel prix vous pouvez proposer le produit ou service, comment vous allez le distribuer, tous ces éléments-là. Donc c'est vrai que le rapport il doit être le plus précis possible sur ce que vous avez trouvé sur le marché et ce qui pourrait vous aider à déterminer une nouvelle offre de produits et ou de services. On termine du coup sur la mise en application par rapport à l'activité professionnelle. Donc le thème 1, c'est élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services. Pour ce thème, vous devez donc venir proposer des nouveaux produits ou services. Dans chacune des entreprises, on a toujours de quoi faire pour pouvoir faire évoluer l'offre. Et donc, cette analyse du marché est indispensable comme base pour vous aider à trouver des idées, pour vous aider à mieux connaître le marché sur lequel vous êtes implanté. Donc, il est vraiment très important de bien détailler ça. Et ça, le jury pourra vraiment vous poser des questions et voir si vous vous êtes donné la peine d'effectuer toutes ces recherches qui sont nécessaires.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de mieux comprendre comment réaliser une analyse du marché. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez que je traite d'autres sujets qu'on n'aurait pas traités jusqu'à présent. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.